Le silence de la nuit ne s'était pas simplement abattu sur le village du Mofia. Il était tombé comme une couverture lourde et étouffante. C'était une nuit de noces. Mais, dans ce village, depuis 3 ans, le lit nuptial d'Adana, la fille d'une beauté à couper le souffle du chef, n'avait été qu'un autel de disparition. Tu vois, un homme ne disparaît pas simplement dans la nature. Il laisse une trace, une lutte, une goutte de sang, une empreinte dans la terre rouge, mais pas les maris d'Adana. Le premier, Obina, était un lutteur. Il avait disparu la nuit de leur mariage traditionnel, laissant derrière lui sa ceinture et une mariée terrifiée, sanglotant dans un coin. Le deuxième, Chic, un riche marchand venu de la ville, avait engagé 4 gardes armés pour monter la garde devant la chambre nuptiale. À minuit, les gardes avaient entendu un murmure mélodieux et doux. Quand ils avaient enfoncé la porte, Chic avait disparu. Il ne restait que sa montre en or. Ce soir-là, c'était le 3e mariage. Le marié était un prince courageux, mais arrogant, d'une ville voisine, qui avait juré de vaincre le démon hantant la beauté du Mofia. Devant la porte de la chambre nuptiale, le chef Okafo se tenait debout, un fusil à double canon chargé, entouré de 10 guerriers robustes. À l'intérieur, Adana était assise au bord du lit, les yeux gonflés de larmes, le cœur battant à un rythme effréné contre ses côtes. Puis, ce fut le moment. À minuit pile, une bourrasque de vent souffla à travers les fenêtres fermées, apportant une odeur écœurante de mangue trop mûre, mélangée à de la cendre froide. Les lampes à huile vacillèrent et s'éteignirent. Le prince poussa un cri, non pas de douleur, mais de stupéfaction et de fascination totale. « Qui êtes-vous » murmura le prince dans l'obscurité, sa voix tremblant d'un mélange étrange de peur et de désir. « Ne le regarde pas » hurla Adana en se couvrant les yeux avec ses mains. Un bruit soudain retentit, comme une inspiration profonde, suivi d'un craquement sec. Dehors, le chef Okafo ouvrit rapidement la porte. Il fit irruption dans la pièce avec ses hommes, leurs lampes torchées éclairant la chambre. Mais la pièce était vide, à l'exception d'Adana, recroquevillée par terre, frissonnant violemment. Le prince avait disparu. Sur le lit gisaient ses perles royales, parfaitement intactes. Le chef Okafo lâcha son fusil. Il tomba à genoux, enfouissant son visage dans ses mains, pleurant comme un enfant. La malédiction avait encore frappé. Adana était officiellement la mariée maudite. Pendant une année entière, le village du Mofia évita le composé du chef Okafo, comme s'il s'agissait d'un cimetière pour les victimes d'une peste. Les femmes chuchotaient près du ruisseau du village. Les dieux ont maudit sa beauté. On dit qu'elle avait été promise à l'esprit du fleuve avant sa naissance. Tout homme mortel qui la touche est emmené dans le monde souterrain. J'ai entendu dire que les hommes ne meurent pas. J'ai entendu dire qu'ils sont transformés en crapauds, qui coassent dans l'enceinte de notre père. Adana devint un fantôme dans sa propre maison. Elle ne portait que des vêtements de deuil. Son cœur était un cimetière de culpabilité. Elle n'avait profondément aimé aucun de ces hommes, mais elle portait le poids de leur disparition mystérieuse. Désespérée, humiliée, et regardant sa fille unique se faner de chagrin, le chef Okafo fit une proclamation solennelle. Il envoya des crieurs publics dans toutes les villes et villages voisins, de l'autre côté du fleuve Niger. Il offrit la moitié de son immense domaine, son bétail le plus fin et un coffre d'or pur à tout homme assez courageux pour épouser sa fille et survivre à la nuit de noces. La proclamation fut accueillie par des éclats de rire moqueurs dans les bars à vin de palme. À quoi servirait un domaine à un homme mort ? Même si le chef Okafo m'offrait la banque centrale, je ne dormirais pas dans cette pièce. Que les esprits gardent leurs femmes. Un mois passa. L'or resta intact. Adana supplia son père de retirer l'offre, souhaitant seulement être envoyée dans un couvent, où elle pourrait vivre ses jours dans un isolement paisible. Puis, un après-midi, un inconnu entra dans Umofia. Il n'arrivait pas à cheval blanc, ni dans un convoi de voitures de luxe. Il arriva à pied, vêtu d'une simple tunique en raffia et d'un large chapeau de paille. À la main, il tenait un long bâton de bambou lisse, qu'il frappait rythmiquement contre la terre. Toc, toc, toc. Les enfants du village arrêtèrent leur jeu pour le fixer. Les anciens, assis sous le grand baobab, interrompirent leur partie de dame point l'étranger s'arrêta au milieu de la place. Il leva la tête, et les villageois retinrent leur souffle. Sur ses yeux était noué un épais bandeau noir. Il était aveugle. Bon après-midi, Jean du Mofia. Je m'appelle Ozoa.
Je suis un chasseur des collines oubliées des Nugus. J'ai senti l'odeur des ignames rôtis, mais j'ai aussi senti l'odeur de l'or d'un homme désespéré. Je suis venu épouser la mariée maudite. Un moment de silence stupéfait enveloppa la place, suivi immédiatement d'une explosion de rires incontrôlables. L'un des guerriers du village, un homme musclé nommé Jidenna, s'avança, essuyant des larmes d'amusement de ses yeux. Un aveugle veut combattre ce que des hommes aux yeux perçants n'ont même pas pu voir? Étranger, le soleil a fondu ton cerveau. Retourne d'où tu viens, avant de tomber dans un puits ouvert. Ozoa ne broncha pas. Il s'appuya nonchalamment sur son bâton de bambou. Un petit sourire connaisseur jouait sur ses lèvres. Il est vrai que mes yeux sont fermés à la lumière du soleil, mais il est aussi vrai qu'un homme qui ne compte que sur ses yeux est facilement trompé par les ombres. Dis-moi, mon ami à la voix forte et au pas lourd, comment ta blessure au genou gauche guérit-elle? Comment sais-tu que j'ai une blessure au genou gauche? Parce que tu favorises ta jambe droite en marchant. Tu traînes ton talon gauche dans la poussière, juste une fraction de seconde plus tard. Et je peux sentir l'odeur des feuilles amères que tu as appliquées ce matin. Tu es un guerrier, et pourtant, tu caches ta douleur. Moi, je suis aveugle, et pourtant, je vois la vérité. Maintenant, montre-moi la maison du chef Okafo, à moins que tu ne veuilles rester là à analyser ma cécité toute la journée. Les villageois furent émerveillés. Sans discuter davantage, Jidenna désigna la direction du composé du chef, avant de réaliser que ce geste était inutile. « Je vais te conduire là-bas », balbutia-t-il. Quand Ozoa se tint devant le chef Okafo dans la grande salle de réception, le chef le regarda avec un mélange d'espoir et de profonde déception. « Tu es le chasseur qui veut réclamer la récompense? Mon fils, j'apprécie ton courage, mais je ne veux pas du sang d'un homme handicapé sur mes mains. L'entité qui emporte les maris de ma fille est un monstre de cauchemar. Un monstre n'est qu'un animal qui a oublié ses bonnes manières. Chef, je chasse les animaux. J'ai traqué le léopard invisible de la forêt de Sambiza en écoutant le bruissement de sa respiration. J'ai tué un python dans l'obscurité totale, en utilisant seulement la chaleur de ses écailles comme guide. Peu importe ce qui se trouve dans la chambre de ta fille, il utilise un tour, et les tours ne fonctionnent que sur ceux qui les cherchent. À ce moment-là, les lourdes portes en bois de la salle grincèrent et s'ouvrirent. Adana entra. Elle portait une robe noire simple, la tête baissée. Ozoa tourna parfaitement la tête dans sa direction. « Ah, la mariée. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je ne veux pas d'une autre vie sur ma conscience. Tu as l'air d'un bon homme. Prends des ignames, prends de l'argent, et quitte cet endroit. Tu vas mourir. » Ozoa avança lentement vers elle, son bâton frappant doucement le sol de marbre. Il s'arrêta exactement à 2 pieds d'elle, inclina la tête, comme s'il écoutait une chanson que lui seul pouvait entendre. Ta respiration est superficielle. Ton cœur bat vite. Tu portes l'odeur du bois de santal. Mais en dessous, il y a une lourde odeur salée, celle d'une femme qui a pleuré en s'endormant pendant 1000 nuits. Tu crois que tu es un poison, Adana. Tu as vu 3 hommes disparaître, et pourtant, tu es toujours là. Tu respires encore. Tu espères encore, malgré toi. Ce n'est pas du poison, Adana. C'est de la survie. Adana fut surprise. Une larme s'échappa de son œil. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi. Les hommes ne parlaient que de sa beauté physique, de ses hanches, de ses lèvres, de sa peau. Cet homme ne pouvait pas voir tout cela, et pourtant, il la voyait plus clairement que quiconque l'avait fait auparavant. « Je suis maudite », sanglota-t-elle doucement. Peut-être Ozoa sourit-il, un sourire chaleureux, désarmant, qui avait un charme juvénile inattendu. Mais je suis têtue à l'extrême. C'est une terrible combinaison, ce qui signifie que nous pourrions nous entendre parfaitement. Chef Okafo, prépare le festin de mariage. Je préfère ma viande de chèvre très épicée. Le mariage fut l'événement le plus bizarre qu'Umofia ait jamais connu. Il avait toutes les apparences d'une célébration. Les tambours battaient, les flûtes jouaient, les danseurs faisaient trembler leurs hanches, mais l'atmosphère était celle d'un enterrement somptueux. Les villageois mangeaient le riz jollof et buvaient le vin de palme avec des expressions tristes, jetant des regards apitoyés aux chasseurs aveugles assis à côté de la mariée radieuse, mais terrifiés. Ozoa, en revanche, était d'excellente humeur. Il faisait des blagues, complimentait les femmes sur l'odeur de leur parfum, et mangeait avec un appétit qui surprenait tout le monde. « Pourquoi es-tu si joyeux? As-tu vraiment peur? »
La peur est un outil utile, ma femme. Mais la panique est une condamnation à mort. Ce qui viendra pour moi ce soir s'attend à une victime terrifiée. J'ai l'intention de le décevoir gravement. Alors que la nuit approchait, les tambours cessèrent. Le moment était venu. Le chef Okafo accompagna le couple jusqu'à la chambre nuptiale. Il serra Adana dans ses bras, des larmes coulant sur son visage. Il se tourna ensuite vers Ozoa et lui tendit un lourd coutelas en argent. « Prends ceci, dit le chef. Que l'esprit de nos ancêtres guide ta main. Garde-le, chef, dit Ozoa en tapant son bâton de bambou. Une épée dans les mains d'un aveugle n'est qu'un danger pour les meubles. J'ai apporté mes propres armes. La porte fut fermée. Les lourds verrous en fer furent mis en place de l'extérieur. Il n'y avait pas de sortie. À l'intérieur de la pièce, l'air fut immédiatement tendu. Une grande lampe à huile projetait des ombres dansantes sur les murs. Adana était assise, raide, sur le grand lit, tirant ses genoux contre sa poitrine. « Que faisons-nous maintenant » demanda-t-elle. « Maintenant, dit Ozoa joyeusement, nous redécorons. » À la stupéfaction totale d'Adana, le chasseur aveugle enleva un sac tissé en raffia de son épaule. Il commença à se déplacer dans la pièce avec une agilité surprenante. Il ne trébucha pas une seule fois. Il alla dans les 4 coins de la pièce, sortant de petits pots en argile de son sac. Il les ouvrit et les posa par terre. Une odeur âcre et piquante remplit l'air, un mélange de poivre d'alligator, de soufre et de cola amer séché. Ensuite, il sortit une longue bobine de fil métallique incroyablement fin. Il traversa la pièce, attachant le fil du pied du lit à la grille de la fenêtre, et de l'armoire à la poignée de la porte, entrecroisant la pièce dans une toile complexe. Des petites clochettes en laiton délicates étaient attachées au fil. « Tu vois, Adana, j'ai écouté les histoires de tes maris précédents, le lutteur, le marchand, le prince. Ils avaient tous une chose en commun. Ils avaient de parfaits yeux. Ils faisaient confiance à ce qui l'entité les attire. Elle leur montre quelque chose de si fascinant, de si terrifiant ou de si profondément désiré qu'ils sortent volontairement de cette pièce, dans quelle que soit la dimension spirituelle qu'elle ouvre. » Il termina son piège et se dirigea vers le lit, s'asseyant doucement à côté d'elle. Il tendit la main, sa paume restant en l'air un instant avant de se poser légèrement sur la sienne. Ses mains étaient calleuses, rugueuses des années de survie, et pourtant, son toucher était incroyablement doux. Elle utilise des illusions, mais une illusion nécessite un public. Je suis un terrible public pour une performance visuelle, dit Ozoa doucement. Adana laissa échapper un son qui était à moitié sanglot, à moitié rire. Tu es fou. Tu es vraiment fou. C'est ce que disaient les villageois d'Enugu quand je leur ai dit que j'allais chasser le léopard qui m'a aveuglé. L'as-tu tué? Je porte sa peau en ceinture. Écoute-moi bien. Quand le vent soufflera et que la lampe s'éteindra, tu devras fermer les yeux. Ne les ouvre pas, peu importe ce que tu entends. Bouge-toi les oreilles si tu le dois, mais garde les yeux fermement fermés. Me feras-tu confiance? Adana regarda le bandeau noir qui couvrait ses yeux. Elle sentit une vague de chaleur et une émotion étrangère qu'elle ne s'était jamais autorisée à ressentir, l'espoir. « Je te fais confiance », murmura-t-elle. Les heures passèrent. Le village à l'extérieur était silencieux comme mort. Le seul bruit dans la pièce était le tapotement rythmique du bâton de bambou d'Ozoa et la respiration synchronisée des 2 jeunes mariés. À minuit pile, la température dans la pièce chuta brutalement. C'était un froid soudain et surnaturel, qui glaçait jusqu'à la moelle. La flamme de la lampe à huile vacilla violemment, devint d'un bleu maladif, puis s'éteignit. L'obscurité engloutit la pièce. Je ne comprends pas. Quand l'entité arrive, elle n'emporte pas les hommes de force. Une lutte ferait du bruit. Les meubles seraient cassés, du sang serait versé. Adana serrait les yeux et se bouchait les oreilles. Puis vint l'odeur. Elle se faufilait sous la porte et s'infiltrait par les fissures de la fenêtre, l'odeur écrasante et nauséabonde de mangue trop mûre et de cendres froides et humides. Ozoa se leva lentement. Il serra son bâton de bambou à 2 mains. Je me demandais quand tu allais te montrer. Tu es en retard. C'est impoli de faire attendre un jeune marié la nuit de ses noces. Un son résonna dans la pièce. Ce n'était pas une voix, mais un murmure collectif de 100 voix différentes, se superposant les unes aux autres, résonnant de partout à la fois. Qui ose parler à l'ombre de la forêt? Gronda les voix. Soudain,
Une lumière éthérée illumina le centre de la pièce. Si Ozoa avait pu voir, il aurait été témoin d'une vision qui aurait rendu un homme normal fou. Un tourbillon de brume noire se formait, d'où émergeait une entité de terreur changeante. Elle changeait rapidement de forme. D'abord, ce fut une belle femme ruisselante d'or, puis elle se transforma en un démon imposant aux yeux comme des braises, puis en une montagne de diamants précieux. L'entité projetait les désirs les plus profonds et les peurs les plus enfouies du cœur humain, lançant son piège magique. Ozoa resta là, totalement impassible, fixant le vide devant lui. « Tu fais quelque chose ? Parce que je t'entends bouger comme un rat dans un sac de maïs. Mais je dois te rappeler que je suis complètement aveugle. Donc, quelle que soit la présentation visuelle que tu as apportée, tu gaspilles ton électricité. » L'entité cessa de changer. La brume semblait gelée dans la confusion. Le tourbillon tourbillonnant s'éteignit. Elle n'avait jamais rencontré de victime qui ne regardait pas, qui n'haletait pas, qui ne tombait pas à genoux dans l'admiration ou la terreur. « Tu ne vois pas ma majesté ? Je te sens, et franchement, ce n'est pas majestueux. As-tu pensé à te baigner dans la rivière ? L'odeur de mangue pourrie est très dépassée. Je préfère l'huile de noix de coco. » L'entité poussa un cri de fureur absolue. La guerre psychologique avait échoué. Si la proie ne pouvait pas être attirée, elle devait être prise de force. L'entité se lança, mais en bougeant, elle dérangea l'air, et sa forme éthérée effleura les fils incroyablement fins qu'Ozoa avait tendus à travers la pièce. Ting, ting, tingling. Les petites clochettes en laiton sonnèrent vivement, indiquant l'emplacement exact de la créature dans l'espace. « Te voilà, enfin !» sourit Ozoa. Avec une vitesse fulgurante, Ozoa balaya l'air avec son bâton de bambou. Le bâton, qui n'était pas un simple bâton, frappa la forme de l'entité avec un craquement fort et tonitruant. Le bambou avait été trempé dans l'huile de l'arbre sacré Oji, le rendant mortel pour les esprits du bas-monde. L'entité hurla de douleur. Elle recula en trébuchant, renversant l'un des petits pots en argile qu'Ozoa avait placé par terre. Au moment où le pot se brisa, le mélange de poivre d'alligator et de soufre explosa vers le haut dans un nuage d'irritants spirituels. Mes yeux piquent. Quelle sorcellerie est-ce là? Oh, je suis désolé. Est-ce que ça t'est entré dans les yeux? C'est une terrible chose que de perdre la vue. Je peux tout à fait compatir. Bienvenue dans mon monde. L'entité, maintenant aveugle et brûlée par le poivre sacré, se débattait dans la pièce, déclenchant plus de clochettes. Ting, ting, ting. Ozoa dansait dans la pièce comme un chef d'orchestre, maîtrisant une symphonie. Il se déplaçait avec une précision impeccable, guidé entièrement par le son. Chaque fois qu'une clochette sonnait, son bâton fouettait. Crac, smack, whack. Frappe après frappe, il atteignait le démon sur ses tibias invisibles, son dos, sa tête. C'est pour le lutteur. Hurla Ozoa en assénant un coup écrasant sur le côté de l'entité. Crac. Et ça, c'est pour le marchand. Smack. Et ça, c'est pour avoir fait pleurer ma belle femme pendant 3 ans. Toi, invité indésirable. Ozoa bondit dans les airs, tournant avec une agilité terrifiante, et abattit lourdement l'extrémité de son bâton là où se trouvait la tête de l'entité. L'impact fut assourdissant. La créature s'effondra par terre, hurlant de douleur, la brume se dissipant. Il y eut un bruit comme une vitre se brisant en 1 million de morceaux. L'entité poussa un dernier cri d'agonie qui ébranla les fondations même de la maison du chef au CAFO. Une lumière blanche aveuglante jaillit dans la pièce, suivie immédiatement d'une implosion massive. Le vent violent cessa. L'odeur étouffante de mangue pourrie disparut, remplacée par la fraîche brise nocturne. Puis, un silence absolu. Adana découvrit ses oreilles, sa poitrine haletante. Elle garda les yeux fermement fermés. Ozoa, murmura-t-elle dans l'obscurité, sa voix tremblant de crainte. Oh, es-tu là? Il y eut une longue pause, puis un profond soupir. Ma chère épouse, la voix d'Ozoa vint des ténèbres, sonnant épuisée mais distinctement amusée, c'était un combat féroce. Mais la prochaine fois, rappelle-moi de ne pas lancer mon seul bâton de marche à travers la pièce. Je n'ai absolument aucune idée de l'endroit où je me trouve. Adana laissa échapper un cri de joie débordante. Elle ouvrit les yeux, se précipita hors du lit. Elle se jeta contre la poitrine solide d'Ozoa, enroulant ses bras autour de son cou et sanglotant dans son épaule.
Il la rattrapa en riant doucement et l'enlaça de ses bras forts. C'est fini, Adana. L'ombre est brisée. Le soleil du matin se leva à l'horizon. Dehors, devant la chambre nuptiale, une foule immense s'était rassemblée. Tout le village d'Umuofia était présent. Le chef Okafo se tenait devant, les yeux rouges et gonflés, entouré de ses guerriers. Ils avaient entendu les cris dans la nuit. Ils avaient entendu le craquement assourdissant. Ils étaient prêts à récupérer un autre ensemble de vêtements vides. D'une main tremblante, le chef Okafo ordonna que les verrous soient retirés. Les guerriers déverrouillèrent la lourde porte et la poussèrent. Les villageois furent stupéfaits. Assis confortablement au bord du lit se trouvait Ozoa, son bandeau parfaitement en place, calmement en train de manger une pomme. À côté de lui, Adana ne pleurait pas, mais rayonnait d'un sourire éclatant et à couper le souffle. « Bonjour, mes beaux-parents. J'espère que le petit déjeuner est prêt. Combattre des démons donne un appétit terrible. Et quelqu'un, s'il vous plaît, dites au chef d'annuler sa récompense. Je garde l'or, et je garde définitivement la femme. » Le village explosa. Ce fut une folie de cris, d'acclamations et de larmes d'incrédulité. Le chef Okafo tomba à genoux, enroulant ses bras autour de sa fille et de son nouveau gendre, pleurant bruyamment, louant Dieu et les ancêtres. Mais les miracles de la matinée n'étaient pas terminés. Alors que les célébrations commençaient, une agitation se produisit aux portes du composé. 3 silhouettes trébuchèrent à travers l'entrée, couvertes de terre, l'air hébété et profondément confus. C'était le lutteur. C'était le marchand. C'était le prince. Quand l'entité avait été détruite, sa prison spirituelle s'était effondrée, libérant les maris précédemment enlevés dans le monde physique, juste au milieu des fermes de Kava du village. Ils n'avaient aucun souvenir des années passées. Pour eux, cela semblait comme s'ils avaient simplement cligné des yeux. Le prince, se redressant, sa robe royale balayant la poussière, marchait vers le chef Okafo. « Chef, exigea-t-il avec indignation, quelle est la signification de tout cela? Où est ma mariée? Quelqu'un a éteint les lumières et m'a poussé dans un buisson. » Avant que le chef ne puisse répondre, Ozoa sortit sur la véranda, s'appuyant lourdement sur son bâton de bambou retrouvé. Il regarda dans la direction de l'ancien mari. « Ah, les braves hommes du passé! Bienvenue à nouveau dans le monde des vivants. Je vous offrirai une place. Mais comme vous pouvez le voir, la position de mari a été définitivement pourvue. » Le prince fixa l'homme aveugle. « Et qui es-tu » Adana s'avança, glissant sa main affectueusement dans celle d'Ozoa. « C'est mon mari, le seul homme qui m'a vu clairement dans l'obscurité. » Le village organisa un festin qui dura 7 jours et 7 nuits. L'histoire du chasseur aveugle qui avait vaincu le tisserand d'ombre se répandit à travers le pays comme une traînée de poudre, devenant une légende contée à chaque feu de camp.